Voilà, donc quelques images qui vont défiler sous vos yeux. Pour ceux qui connaissent déjà ces images, ça va raviver quelques souvenirs. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce qu'était le collège audiovisuel de Marly, ça va vous faire tout drôle parce que vous allez voir à quel point cet endroit était un endroit qui accueillait la modernité, donc au niveau de l'architecture, au niveau de l'agencement aussi des salles de classe et en particulier aussi du matériel utilisé. Voilà, donc la salle de classe assez particulière, je reviendrai tout à l'heure sur cette disposition étrange. Voilà, et donc en particulier, comme on parlait de matériel assez pointu, il y avait le laboratoire de langue. Voilà. La régie. Donc ça, c'est quand même en 66 dans un collège. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est que c'est pas une régie qui se trouve dans un studio parisien au milieu de production télévisée. Non, c'est vraiment dans un collège. C'est quand même assez étonnant. Alors, pour quelles raisons ça s'est construit à Marly? Il y a eu pour ça deux raisons principales. D'abord, le contexte démographique qui était vraiment important à l'époque. En 1959, il y a eu la réforme Berthoin qui a instauré la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui fait que mécaniquement, il y a eu un accroissement des collégiens, donc une augmentation du nombre de collégiens dans les collèges. De plus, évidemment, chacun sait qu'après la guerre, il y a eu le baby-boom, ce qui a fait que ça s'est traduit à Marly par une déconstruction énorme. Il faut savoir qu'entre 1954 et 1962, il y a eu une multiplication par 3 de la population marlychoise. Elle est passée de à peu près 3500 personnes à 10 000 personnes. Et donc là, les logements sont sortis de terre, évidemment. Ici, par exemple, le quartier des Grandes Terres, qui est vraiment emblématique de cette croissance, qui a accueilli, j'avais noté, 27 immeubles en préfabriqué et ça veut dire 1490 logements. Donc ça fait une population vraiment considérable. Alors évidemment, quand on a une population qui croît brutalement comme ça, on a besoin de toutes les infrastructures qui vont avec, et en particulier aussi de tout ce qui est scolaire. Le choix de Marly va s'imposer finalement, là pour diverses raisons que je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord la localisation de Marly-le-Roi par rapport à Paris. Donc on voit que Marly est très proche de Paris, en particulier par le biais de l'autoroute de l'Ouest, qui existait déjà dans les années 60. Donc on allait de Paris directement à Marly-le-Roi, on prenait une bretelle et c'était direct. Le ministère avait décidé de faire de ce collège audiovisuel expérimental une vitrine pédagogique. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle de ce collège, cette notion de vitrine pédagogique, parce que il y a des étrangers du monde entier qui sont venus au collège le voir comment ça se passait, ils l'ont visité, donc il fallait absolument qu'il y ait un accès facile. Donc les étrangers arrivaient à Orly, hop, ils passaient par Paris et direct, ils allaient à Marly-le-Roi par l'autoroute, c'était très facile. Par ailleurs, à la porte de Saint-Cloud, il y avait l'école normale supérieure qui était à cet endroit-là. Elle est désormais à Lyon depuis quelques années, mais elle était installée à la porte de Saint-Cloud, enfin à côté. Et il y avait à l'ENS un centre audiovisuel. Et par ailleurs, Marly est aussi une ville qui va accueillir la modernité. Pour ça, par exemple, on voit dans les nouvelles de Versailles, alors je ne sais pas si on dit chape ou shape. Merci. Voilà, devait partir et devenir un haut lieu de l'informatique, ce que c'est devenu effectivement, puisque ce sont les locaux d'IBM qui sont venus s'implanter. Il y avait bien évidemment le premier centre commercial de France, le centre commercial des Grandes Terres, qui s'est implanté à Marly-le-Roi.
Autre signe de modernité, il y avait l'INEP, Institut national d'éducation populaire. Il y a eu évidemment le groupe Drouot qui s'est installé aussi en haut de Marly-le-Roi. Et donc le groupe Drouot accueillait les premiers ordinateurs privés. Et d'autres petits détails vont orienter vers le choix de Marly-le-Roi, faire un pôle cinéma dans l'ouest parisien. Toutes ces raisons ont conduit à la décision de Christian Fouché, le ministre de l'époque, en décembre 1965. Il fait un beau cadeau de Noël à Marly-le-Roi. Il dit, voilà, Marly aura son collège. Mais c'est un collège un peu particulier quand même. C'est pas un collège classique, ce sera un collège expérimental et audiovisuel. C'est vraiment important là aussi d'avoir ces deux notions en tête. C'est que c'est pas un collège classique, hein, comme vous avez pu le voir avec quelques images précédentes. Et donc pour cette réalisation, les autorités vont faire appel à un architecte renommé qui s'appelait Pierre-André Dufetel, qui était Grand Prix de Rome en 1952 et qui était à l'époque, en 65, quand on fait appel à lui, il était architecte en chef des zones à urbaniser en priorité. Il a une idée de ce qu'il veut faire, et surtout ce qu'il veut faire, c'est évidemment en accord avec les instances de l'éducation nationale, c'est d'adapter surtout l'architecture à la pédagogie, en particulier à l'audiovisuel. C'est-à-dire que ce n'est pas le contraire, c'est vraiment une architecture dédiée. Et on verra tout à l'heure à quel point c'est vraiment pensé pour ça. Donc on voit bien cette forme très originale et très futuriste. Je ferai remarquer juste en passant qu'il y a des petits pavillons qui entourent un bâtiment central, et ce n'est pas sans rappeler en particulier le domaine royal de Marly, où il y avait comme ça des pavillons répartis dans le parc et avec le bâtiment central de roi au milieu. Voilà. Les bâtiments vont être construits. Donc ouverture du chantier en février 1966. Et alors là, c'est quand même impressionnant parce que donc, Fouché donne l'aval en décembre. En février 1966, il faut commencer les travaux. Et en septembre 1966, le collège doit ouvrir. Ça veut dire que l'entreprise n'a finalement que 7 mois pour réaliser un collège qui va accueillir au début c'était un collège 600 et puis après c'est passé un collège 1200 quand même. La construction est réalisée vraiment dans l'urgence, très très vite. Pas de chance, c'est confié à une société qui est un petit peu au bord du gouffre financier, donc là aussi ça pose problème. Les matériaux sont en préfabriqué, en aluminium, en verre et en acier. Cette rapidité, la qualité des matériaux et puis l'entreprise en elle-même, tout ça, ça va impacter par la suite le vieillissement prématuré du collège. Ceux parmi vous qui connaissent l'école de plein air de Suresnes, voilà, ces galeries couvertes, enfin moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit tout de suite, c'est l'école de plein air de Suresnes, il a dû s'en inspirer pour faire le côté aussi pavillonnaire, et puis les galeries couvertes, la lumière qui entre partout, c'était une notion importante aussi pour que les élèves se sentent bien. En 1966, voilà, c'est la rentrée. Les élèves vont arriver dans ce collège. Ils découvrent l'établissement, ils proposent de le découvrir avec eux. Le bâtiment central, le bâtiment principal, dans lequel se trouvait l'administration. Il y avait aussi la salle polyvalente. Il y avait aussi les cuisines, de télévision, qui est tout à fait à droite là-bas, qui sont autour. Donc l'architecte va les appeler des trèfles. Ce sont des assemblages de losanges. Donc, dedans, il y a 3 fois 2 classes. Cette trèfle est très particulière
parce que l'architecte avait voulu que ça soit complètement modulable. Des cloisons pour que les classes soient séparées, du mobilier qu'on pouvait bouger à souhait aussi, pour que les élèves s'orientent soit vers les télévisions, soit qu'ils s'orientent en eux-mêmes de façon à pouvoir discuter. Et puis surtout, au milieu de ces trèfles, il y avait ce qu'on appelait, ce que les élèves ont très rapidement appelé les piscines. Voilà, le mot le magnifique endroit avec donc des puits de lumière et puis des luminaires caractéristiques de l'époque. Voilà, un magnifique forum où les élèves pouvaient se retrouver pendant les intercours, certes, mais aussi, à l'origine, ça avait été pensé pour que toutes les classes se rassemblent là et qu'il y ait des discussions. Des discussions à la suite d'émissions de télévision qui avaient été vues collectivement et qui pouvaient faire débat. Voilà. Dans le bâtiment central, il y avait donc la salle polyvalente qui était dotée d'un mobilier modulable, des chaises qui pouvaient se tourner, les panneaux, les battantes des tables pouvaient se rabattre aussi, de façon à transformer le réfectoire en salle de théâtre, en salle de cinéma, parce qu'il y avait aussi une cabine de projection et un écran de cinéma. Je rappelle toujours qu'on est dans un collège, on est en 66, donc c'est toujours étonnant d'avoir vraiment pensé ça de cette manière. Et il y a aussi le 1% artistique qui n'a pas été oublié. Alors moi, je suis absolument fan. Voilà, la fresque, c'est une fresque cinétique qui était constituée de rondins de bois avec des taches colorées que les élèves pouvaient animer au gré de leur passage et en attendant en particulier d'aller au réfectoire. C'était des rouleaux qui étaient disposés autour de la cuisine de façon à les faire patienter, à canaliser un petit peu leur énergie. Donc le dessin n'était jamais le même en fait, parce que ça tournait. Voilà. Finalement, les élèves prennent possession des lieux, le collège se met en route, petit à petit l'audiovisuel y est installé correctement dans les salles de classe, le studio se met à fonctionner aussi. Et puis évidemment, en décembre 1968, le conseil municipal décide quand même de baptiser ce collège et il l'appelle le collège Louis Lumière, évidemment en référence à l'inventeur du cinématographe. Donc Jean Béranger va inaugurer la plaque du collège Louis Lumière, donc c'est quand même assez tardif. Hein. L'inauguration elle a lieu le 17 mai 1969. Donc ces salles de classe ont une organisation qui n'est pas anodine et qui n'est pas commune non plus. Donc vous pouvez voir en particulier sur cette image les élèves qui se font face, ce qui est quand même étrange à cette époque. Vous remarquez aussi que dans la salle, il n'y a pas d'estrade et l'enseignante est vraiment au milieu, enfin quasiment au milieu de ses élèves. Il y a aussi la mixité quand même. Et puis bien évidemment, ce qui est le plus étonnant dans une salle de classe à cette époque, ce sont les télévisions. Vous en voyez une très bien ici, il y en a quand même une autre à gauche. Ça veut dire 2 télés par classe, c'est pas rien. 2 télés par classe, et c'est comme ça dans chacune des classes de chacun des trèfles. Voilà. Donc, ces télévisions, en fait, elles reçoivent des émissions qui viennent d'une structure qui est le studio de télévision, studio qui est intégré au bâtiment principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ici, il émerge un petit peu de la végétation